Nous allons entendre notre conférencier d'honneur et j'ai l'immense privilège et l'insigne honneur de vous présenter le très honorable Brian Mulroney, notre 18e Premier ministre du Canada, qui est un de nos membres éminents. Je vous parlais plutôt du leadership nécessaire à l'accomplissement de grandes choses dans notre société et du fait que nombre d'avocats en font preuve chaque jour, dans leurs conseils éclairés avec leurs clients, dans leurs attitudes permettant la réalisation de projets, petits et grands, ou dans la résolution de conflits, quand il ne s'agit pas du dénouement d'impasses et dans le service de leurs concitoyens, de leur patrie, de leur pays. Le leader naturel incontestable, inspirant, est celui qui n'a pas peur de prendre des risques, qui croit suffisamment en lui et aux autres pour leur insuffler une énergie, leur imprimer une vision, les rassembler, leur donner le goût du dépassement d'eux-mêmes et les guider contre vents et marées vers un objectif à atteindre, vers ce que l'on pourrait appeler, si vous me permettez la métaphore, la terre promise. Je ne veux pas, par cette référence, affubler notre conférencier d'honneur d'un messianisme qui ne lui conviendrait pas et dont il ne voudrait pas, mais je fais mien les mots de l'honorable Jean Charest qui vous a décrit, Monsieur le Premier ministre Mulroney, comme un chef incomparable, source d'inspiration motivante à ses troupes, imbattable, selon ses dires et constatations, pour les dynamiser malgré les difficultés inhérentes à l'exercice du pouvoir. Et Dieu sait que votre parcours comme Premier ministre du Canada aurait été tout sauf un long fleuve tranquille. Mais c'est là sans aucun doute le propre d'un grand homme, d'un véritable chef d'État à la stature imposante, dont les réalisations à la tête de notre pays influencent et façonnent encore aujourd'hui, de façon durable, nos politiques publiques, et dont l'impact se mesure toujours sur la scène internationale. Qu'il suffise de mentionner les principales qui jalonnèrent vos 2 mandats. Contribution marquante à la création de la francophonie et ouverture au déploiement de la personnalité internationale de l'État du Québec. Rapprochement significatif avec nos voisins américains après des années de relations, sinon indifférentes, à tout le moins tendues, et qui mena, de façon tout à fait transparente et démocratique, à la conclusion de l'accord de libre-échange. Négociation avec les présidents Reagan et Bush d'une convention visant la réduction des pluies acides au terme d'un accord sur la qualité de l'air entre les États-Unis et le Canada en 1991, précédé par le protocole de Montréal datant de 1987 visant à éliminer les CFC, premier traité environnemental à avoir obtenu la ratification universelle. Rôle international de premier plan dans les sanctions économiques contre l'Afrique du Sud afin de mettre un terme au régime d'apartheid et contribution à la libération de Nelson Mandela. Adoption de politiques en matière de réduction des dépenses et de diverses mesures fiscales, dont la taxe sur les produits et services, qui permettront au gouvernement subséquent de renouer avec l'équilibre budgétaire. Enfin, promesse de réintégrer le Québec dans le giron constitutionnel canadien, dans l'honneur et dans l'enthousiasme, selon la formule désormais consacrée, qui donna lieu à l'accord constitutionnel du Lac-Meech, une entente unanime sans précédent entre les provinces et le fédéral, qui fit malheureusement l'objet de reniements de la part de certains signataires qui en empêchèrent la ratification et dont nous accusons toujours les contre-coups 25 ans plus tard. J'ai demandé à M. Mulroney de nous faire part de ses réflexions sur l'avenir du Québec et du Canada. Plus précisément, je lui ai demandé de nous entretenir sur la place du Québec dans le Canada et la place du Canada dans le monde à l'aube du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Our Quebec Premier, the Honorable Philippe Couillard, recently gave a speech before the legislature of Ontario. Mr. Couillard reminded his audience that, during the course of the years, further to political agreements and rulings by the Supreme Court of Canada, the specific nature of Quebec has been progressively and growingly recognized as the only society where a majority of French-speaking citizens live across the Americas. As such, the uniqueness of its culture, notably its civilist legal tradition, and its specific social values are at the roots of Quebec's identity. This obvious reality, as confirmed by the Supreme Court of Canada, deserves, in the word of Premier Couillard, a powerful and enthusiastic gesture of acknowledgement. Is this old dream of recognizing in the Constitution Quebec's specific nature and identity an impossible task, or, on the contrary, one of the most important challenges Canada is facing in this 21st century? Depuis que M. Mulroney a quitté le pouvoir en 1993, bien de l'eau a coulé sous les ponts.
La mondialisation a fait son œuvre avec ses bons et ses mauvais côtés. Les questions énergétiques et environnementales sont au cœur des enjeux planétaires et canadiens, de même que les questions d'identité nationale, voire les questions d'identité tout court, qui jamais ne s'éteignent et renaissent là où on les pensait oubliées, complexifiant l'univers dans lequel nous évoluons tous. Les États souverains, dans ce contexte, peuvent-ils toujours tirer leur épingle du jeu? Les citoyens peuvent-ils toujours compter sur leur gouvernement pour apporter des solutions à leurs problèmes de tous les jours, ou doivent-ils s'en remettre à la main invisible du marché, désormais supranational, qui jouit d'une liberté sans précédent? Et le droit dans tout ça est-il devenu un marteau sans maître? De façon beaucoup plus pressante et lancinante, M. Mulroney, est-ce que les Nordiques vont revenir à Québec? Afin de nous permettre de voir plus clair dans ces épineuses questions, nous avons besoin d'un leader incontesté, charismatique, visionnaire, bâtisseur respecté ici et à l'étranger, d'un orateur à nul autre pareil. On ne compte plus les honneurs, les distinctions et les marques de reconnaissance dont M. Mulroney fait l'objet. Compagnon de l'Ordre du Canada et grand officier de l'Ordre du Québec, il détient plusieurs doctorats honorifiques, notamment de l'Université Western Ontario, de l'Université Laval et du Boston College. Selon un sondage effectué par Hills Times en 2009, il est l'ancien premier ministre canadien le plus admiré. En 2000, le North American Studies Institute de l'Université McGill a reconnu que M. Mulroney présentait le meilleur dossier économique de tous les premiers ministres canadiens depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 27 avril dernier, M. Mulroney se vit remettre des mains du président sud-africain Jacob Zuma à Pretoria la distinction de l'Ordre des compagnons d'Oer Tambo afin de le remercier de son amitié envers l'Afrique du Sud, une distinction que seuls Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. et Edward M. Kennedy ont reçue avant lui à titre posthume. Puis, vendredi dernier, M. Mulroney était le conférencier d'honneur des cérémonies entourant le 50e anniversaire de la mort de Sir Winston Churchill à Blenheim Palace en Angleterre. Notre premier ministre, dont la contribution est déjà passée à l'histoire et pour qui, vous l'aurez deviné, j'éprouve une admiration et une reconnaissance sans bornes, saura certainement nous guider par ses propos, par ses réflexions, vers des pistes de solutions inspirantes aux problèmes de notre temps et insuffler son leadership au Québec et au Canada pour que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres en ce début de 21e siècle. Je tiens à vous exprimer, M. Mulroney, notre plus vive gratitude d'avoir si aimablement accepté notre invitation. Et sans plus tarder, Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accueillir très chaleureusement le très honorable Brian Mulroney. Avec ça, un accueil semblable, why not a comeback? Effectivement, un soir, je regardais la télévision avec Mila, il y a bien des années maintenant, et un de mes successeurs, je ne vous donnerai pas le nom, était à la télévision en conférence de presse depuis Jérusalem. Et on lui a dit, Monsieur le Premier ministre, what is your solution for the Arab-Israeli problem? Alors, notre cher Premier ministre répond, why do you ask me? I don't even know if I'm in North, South, East or West Jerusalem. Je regarde la télévision, puis je dis à ma femme, Mila qui est assise là, you know, this is so bad. I'm going to get myself elected leader of the party again. I'm going to become prime minister. Alors, il y avait un silence total. Alors, je dis à Mila, did you hear what I said, dear? She said, yes, I did. And I said, well, what do you think? She said, I think it's a wonderful idea. And I know your new wife is really going to love the experience.
Alors, des choses assez bizarres arrivent lorsqu'on quitte la fonction de Premier ministre, comme Daniel pourrait vous le dire. Dans mon cas, après 9 ans comme Premier ministre du Canada, je faisais mon premier voyage d'affaires pour un conseil d'administration à Orlando, en Floride. Puis à cause d'une importante tempête de neige, mon avion était Northwest Airlines, merci M. Charlebois, était détourné à Détroit. Alors j'arrive à Détroit, je débarque, il y a une dame là, une jeune femme de VIP Services, puis elle me dit, Prime Minister Mulroney, go right over there to that cart, that electric cart that's being guarded, and it's for you. It'll take you to the other end of the airport, and you'll make your connecting flight to Orlando. I said, well, thank you very much. Alors, je me mène vers le chariot, et puis une dame qui était derrière moi, sur l'avion, s'avance, puis elle dit, en courant, ce jeune homme d'à peu près 18 ans, 6 pieds 5, 280 livres, qui gardait le chariot. Il dit, I have to have that cart right now. Puis il dit, you cannot have that cart. She said, why not? He said, this cart is reserved for the former dictator from Canada. Monsieur le Président, Madame le juge en chef, Mesdames les juges en chef, les juges, sénateurs, Madame la ministre de la Justice du Québec, bâtonnier, président de la Chambre de notaires, etc., tout le monde. Il y a juste les notaires dans ma promotion qui ont fait de l'argent. Mais je signale, j'attire votre attention au fait que très près de Mme Suzanne Côté, nouvelle juge de la Cour suprême, je vois son conjoint, Gérald Tremblay, humble, réticent et tranquille, Gérald Tremblay. Comme vous le savez peut-être, Gérald a déjà été mon avocat. Et pour cela, ses efforts, il a été choisi plaideur de l'année. Plaideur de l'année. Il y avait une grande fête un soir, ici, dans cet hôtel, dans cette pièce. Là, on est arrivé ici, j'étais un des conférenciers pour le féliciter la grande soirée de fête pour Gérald. Et en rentrant partout dans la salle, il y avait des grandes espèces de panneaux réclames, des photos de Gérald et des enseignes qui disaient « Gérald Tremblay, bravo, plaideur de l'année. » Plaideur de l'année. Et moi, comme le client, j'ai trouvé ça formidable. Bravo pour lui, mais j'ai trouvé ça un peu surprenant parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Mais j'ai parlé anyway. Plaideur de l'année, let's go. Vous avez des gens de Québec, j'ai vu la bâtonnière du Québec qui est arrivée de la ville de Québec. Oui, elle va se souvenir, justement. Bravo, bravo. Les gens de la ville de Québec vont se souvenir de Robert Lafrenière, qui était député conservateur, élu avec Diefenbaker en 58 à 62, ensuite défait. En 1979, il y a l'opportunité de se faire nommer juge de la Cour supérieure. Jacques Flynn est ministre de la Justice dans le cabinet de Joe Clark, et il y avait une ouverture à Québec. Ça a l'air que Robert a fait application, il a été accepté. Et le 13 décembre 1979, Robert Lafrenière, qui a été avisé par Jacques Flynn qu'il y avait un conseil des ministres ce jour-là et que l'arrêté en conseil allait être considéré,
Il saute dans sa voiture, en toute vitesse à Ottawa. Il attend à l'extérieur du Conseil des ministres. Flynn sort, lui donne l'arrêté en conseil, saute dans sa voiture, descend à Québec, arrive à 6h30, convoque le juge en chef, il est assermenté, juge de la Cour supérieure à 7h. À 8h30, le gouvernement Clark est battu à la Chambre des communes. Et jusqu'à la fin de sa carrière, Robert Lafrenière était connu comme, son nom c'était Monsieur le juge Ouf. Après ma démission, il y avait, à peu près 3 ou 4 mois après, il y avait un gars de l'Alberta, your hometown of Calgary, Madam President, où est arrivé, il y a 24 Sussex. Vous savez, la petite maison à droite, là, puis il y a une petite maison pas loin dont le GRC se sert pour protéger le premier ministre. Alors lui, il arrive, puis il dit I'd like to see Prime Minister Mulroney. Alors, le gars de la GRC lui dit Look, sir, Mr. Mulroney is no longer Prime Minister. Le gars, il dit oh, OK, puis il s'en va. Le lendemain, le même gars revient, puis il dit au même officier de la GRC I'd like to see Prime Minister Mulroney. He said, Sir, Mr. Mulroney is no longer Prime Minister. Alors, oh, OK. Alors, il s'en va. Le lendemain, croyez-le ou non, le même gars arrive auprès du même officier de la GRC, puis il dit, I'd like to see Prime Minister Mulroney. Puis l'officier lui dit, Sir, look, I have told you, Brian Mulroney is no longer Prime Minister. Don't you understand that? Puis le gars dit, yeah, I understand it. I just enjoy hearing it. I shouldn't, but I will. Si je continue comme ça, il n'y aura pas de discours. Et ma femme me soulignait ce soir, ma femme a présidé la fibrose kystique au Canada pendant 20 ans avec Céline Dion, puis on a ramassé des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour la recherche. Et alors, quand il y avait un fundraiser, ma femme m'envoyait parler au fundraiser à travers le Canada. Et un jour, j'étais à Toronto, justement, avec celui qui est avec moi ce soir, Michael O'Shea. Et puis, on arrive dans l'ascenseur, puis pèse sur le bouton, au 50e étage. On commence à descendre. Puis, il y avait une dame là-dedans, une personne. Puis, elle me dit, Excuse me, sir, can I ask you a question? I said, Sure. Did anybody ever tell you that you look an awful lot like Brian Mulroney? I said, yes, as a matter of fact, it happens to me almost every day. Puis elle dit, gee, must make you mad, eh? C'est un plaisir d'être ici ce soir. Heureusement, j'ai passé mon barreau. Finalement. Michel Robert était avec moi ce soir-là, Michel, au sujet de Gérald Tremblay. Est-ce que j'ai raison? Plaideur de l'année. Il était l'autre conférencier. Je suis heureux de me joindre à tant d'amis et de collègues ce soir. Il me semble qu'hier encore, certains d'entre nous étaient étudiants à la faculté de droit à l'Université Laval à Québec.
qui se trouvait alors dans le quartier latin de Québec, où se tenaient de nombreuses réunions amicales après les cours. Parmi nos professeurs de droit, il y avait des sommités, comme Louis Saint-Laurent et Robert Clich, mon grand ami Clich. Notre éducation politique, nous l'avons d'abord faite en assistant à des séances de l'Assemblée législative du Québec avec Jean Lesage, un grand premier ministre, Daniel Johnson, l'homme le plus chaleureux et sympathique et habile que j'ai connu de ma carrière, et René Lévesque, un des grands bâtisseurs du Québec. En tant que membre du barreau du Québec depuis quelques 50 ans, j'ai eu le privilège de me faire de nombreux amis parmi vous, tant dans le cadre de ma pratique privée que pendant ma vie publique. À titre de premier ministre, j'ai eu l'honneur de nommer de nombreux membres éminents du barreau du Québec à la Cour supérieure, à la Cour d'appel, à la Cour fédérale et à la Cour suprême du Canada. In my judgment, Canada has the best bench in the world. Independent and strong, the backbone of our democracy. That is because governments of all stripes have tended to choose the very best people, irrespective of politics, for appointment to the bench, thereby ensuring citizens of their most fundamental protection in life, the most important that a Canadian citizen can have. Their greatest protection is an independent judiciary. Mais ce résultat n'est pas le fruit du hasard. À la suite de changements instaurés par mon gouvernement, les candidats à la magistrature fédérale doivent maintenant, et pour la première fois, quand on l'a présenté en 86, je pense, faire maintenant l'objet d'un examen et d'une recommandation par leur barreau provincial. Au Québec, le gouvernement provincial est habituellement consulté en ce qui a trait aux 3 sièges détenus par la province à la Cour suprême. À cet égard, je suis heureux de rendre hommage au barreau canadien, qui a contribué de façon très importante à la mise en place des comités chargés d'évaluer la compétence des candidats à la magistrature. D'ailleurs, le barreau canadien a joué un rôle significatif dans l'adoption des réformes visant l'amélioration de l'administration de la justice au pays, et nous en sommes tous très reconnaissants. La séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires est bien sûr un élément fondamental de notre vie démocratique. L'indépendance du système judiciaire est tout aussi importante que la responsabilité du Parlement du Canada. L'an dernier, la Cour suprême nous l'a rappelé dans sa décision concernant le renvoi relatif à la réforme du Sénat. L'aile exécutive du pouvoir législatif demandait au pouvoir judiciaire si un Sénat nommé pouvait être remplacé par un Sénat élu, si les élections consultatives pouvaient avoir lieu dans les provinces, s'il était possible de limiter la durée des mandats et même si le Sénat pouvait être aboli par l'aile exécutive et la législature seulement. Dans cette décision historique, la Cour suprême du Canada nous a rappelé que même si les règles de modification font partie de la loi de 1982, l'expérience constitutionnelle du Canada, elle, date de l'époque de la loi constitutionnelle de 1867. En d'autres mots, l'acte de l'Amérique du Nord britannique est le cadre constitutionnel qui sert si bien ce pays depuis bientôt 150 ans. Les Canadiens accordent beaucoup de valeur à l'acte de l'Amérique du Nord britannique et à la loi constitutionnelle de 82, qui contient la Charte canadienne des droits et libertés et la procédure de modification. Ces deux courants constitutionnels sont parfaitement complémentaires et tous deux définissent les valeurs de notre société canadienne, à savoir en partie la tolérance et la diversité.
Sir John A. Macdonald et les pères de la Confédération savaient ce qu'ils faisaient aux conférences de Québec et de Charlottetown et ensuite à Londres. Ils établissaient un modèle constitutionnel fondé sur des principes, mais empreint du pragmatisme, s'inspirant de la tradition de Westminster, mais adapté aux réalités de la Fédération canadienne en devenir. La division des pouvoirs et le fédéralisme pragmatique prévu en 1867 sont au cœur même du compromis canadien mis de l'avant par Sir John A. Macdonald et les fondateurs de la Constitution canadienne. Ces derniers ont créé un Parlement bicaméral, une Chambre élue selon le principe de la représentation, selon la population, et un Sénat nommé dans lequel les régions ont une représentation égale. Le Sénat est l'une des institutions politiques fondamentales du Canada, a déclaré la Cour suprême. Il se situe au cœur des ententes ayant donné naissance à la Fédération canadienne. Ainsi, toute modification du mode de nomination des sénateurs s'écartant de l'intention des auteurs de la Constitution de 1867 représente une modification constitutionnelle en vertu de la procédure de modification de 82, nécessitant soit le consentement d'Ottawa de 750 ou l'unanimité. La Cour suprême a confirmé qu'il fallait un seuil constitutionnel élevé dans le renvoi relatif au Sénat. De même, elle nous a rappelé que l'expérience constitutionnelle du Canada remonte non pas à 1982, mais bien à 1867. We all know that the Senate is badly in need of reform. It has become a dysfunctional chamber and has fallen into disrepute, notwithstanding the good work it often does by many people, including in its committees. This is not to say that nothing can be done under the present rules. I have two suggestions for you tonight. First, whoever is Prime Minister following the next election could name a commission of two prominent Canadians, perhaps a former Auditor General and a former member of the Supreme Court, and give them 6 months to produce a code of conduct for the Senate that addresses malfeasance and the absence of regulations governing expenses, residences, and the like. There should be clear, strict rules, and they should be enforced. To ensure compliance, the Prime Minister would refrain from making any new appointments until the new code is in effect. There is also one way of reforming the executive appointment process without a constitutional amendment, and that is the formula that was adopted at Meech Lake. Among the provisions adopted in the Meech Lake Accord, the Prime Minister would name senators from ranked lists provided by the provinces. This had a number of purposes: to diminish the centralization of power in the PMO and the process of packing the Senate by the party in power, as well as affirming the Senate's role as the House of the provinces. Although Meech was not yet in force, I offered to apply the appointment provisions in the interests of constitutional innovation and harmony, pending final approval by the provinces. Avec le recul, je suis frappé par la qualité exceptionnelle des sénateurs issus du Québec que notre gouvernement a nommés, mais sur la recommandation du gouvernement du Premier ministre Robert Bourassa et ceux d'autres provinces qui avaient décidé de se prévaloir de cette offre. Il y avait Claude Castonguay, ministre de la Santé et père du régime d'assurance maladie du Québec. Maître Gérald Baudouin, professeur de droit reconnu dans tout le pays. Thérèse Lavoie-Roux, ancienne présidente de la Commission des écoles catholiques de Montréal. Jean-Marie Poitras, président du Conseil et chef de la direction de l'Alliance Compagnie d'assurance à Québec. Roch Bolduc, chef de la fonction publique québécoise.
Il y avait également Solange Chapuis-Roland, journaliste et animatrice, et Jean-Claude Rivet, le plus proche conseiller de M. Bourassa, qui siège encore au Sénat comme indépendant. En 1990, j'avais également nommé Stanley Waters de l'Alberta sur la recommandation du premier ministre Don Getty. M. Waters a été le premier sénateur élu au terme d'un vote consultatif. Je n'avais aucune obligation de le nommer, mais j'ai choisi de le faire pour les raisons que je vous ai mentionnées. De Terre-Neuve et sur la recommandation du premier ministre Brian Peckford, j'avais nommé Gerald Ottenheimer, Bossier Rhodes, qui avait été président de l'Assemblée législative de Terre-Neuve. Tous se sont avérés d'excellents sénateurs et aucun d'entre eux n'était un membre ou un organisateur, dis-je, du Parti progressiste conservateur que je dirigeais, à l'exception de M. Ottenheimer. En d'autres mots, il n'y a pas eu de retour d'ascenseur à mes amis politiques. Je nommais des personnes très compétentes qui avaient pour tâche d'accomplir un bon travail. I don't want to dwell on Meach. I've long since moved on. But I will say that the provision on the Senate that I've just discussed was typical of the pragmatic character of Meach. It would have constitutionalized Quebec's 3 seats on the Supreme Court and seen Ottawa choose candidates from lists submitted by the provinces, entrenched the Cullen-Couture Agreement on Immigration between Ottawa and Quebec, limited the federal spending power in shared cost programs, and extended unanimity in the amending formula to several other areas. The first of the 6 items of Meach provided for the recognition of Quebec as a distinct society within Canada. Tied to a duality clause, which would entrench English language minorities in Quebec and French-speaking Canadians elsewhere in the country as a fundamental characteristic of Canada. In other words, affirmation of Quebec's distinctive identity within Canada. It is very interesting to note, and I ask for your special attention in regard to this comment, that some years after the acrimonious debate about the distinct society provisions of Meach, and you can remember the brutal attacks and the things that were said about what distinct society meant or could mean. Some years later, former Chief Justice Brian Dickson of the Supreme Court of Canada, a great man and a visionary leader of the court, this Royal Commission that we had set for the Aboriginals, I invited him to write the terms of reference and to recommend members to make certain that it was impartial when we did this in 1990 and 1991. Former Chief Justice Brian Dickson of the Supreme Court addressed this matter and said this, quote, "Let me say quite directly that I have no difficulty with the concept of distinct society. In fact, the courts are already interpreting the Charter of Rights and the Constitution in a manner that takes into account Quebec's distinctive role in protecting and promoting its francophone character. As a practical matter, therefore, entrenching formal recognition of Quebec's distinctive character in the Constitution would not involve a significant departure from the existing practices in our court." End of quotation. You will not find anywhere a more reasoned, persuasive, and lethal repudiation of the main argument of the anti-Meach forces at the time. Canadian unity is the top-of-mind issue for any Prime Minister. As the great Sir Wilfrid Laurier famously said, "The governing motive of my life has been to harmonize the diverse elements which compose our country
And that has been exactly the sentiment that has moved me throughout my time in office, in my entire life. Cela m'amène au thème sur lequel le barreau canadien m'a demandé de parler ce soir, soit la place du Québec au sein du Canada et la place du Canada dans le monde dans le 21e siècle, à l'aube du 150e anniversaire de la Confédération que nous allons célébrer dans 2 ans. Permettez-moi d'aborder la question du Québec sous un autre angle, non pas celui de sa place au sein du Canada, mais plutôt celui de son rôle au sein de la Fédération canadienne. C'est de l'idée d'un pays et de leadership dont il est question. Et Philippe Couillard figure, d'après moi, parmi les premiers ministres du Québec les plus fédéralistes que j'ai vus, et je les ai tous connus depuis Jean Lesage. Il y a également une idée très claire du rôle du Québec au sein du Canada. Son allocution à l'Assemblée législative de l'Ontario le mois dernier était un événement historique en soi, une première depuis Jean Lesage en 1964. Son message voulant que l'Ontario et le Québec soient des partenaires dans la Fédération était encore plus exceptionnel. Comme il le dit, le gouvernement que je dirige croit fermement que le Québec avance lorsqu'il s'unit plutôt que lorsqu'il se divise, lorsqu'il participe au lieu de s'exclure, mais surtout lorsqu'il construit des ponts avec tous ses partenaires de la Fédération plutôt que d'ériger des murs. M. Couillard a même laissé entendre l'an dernier qu'il aimerait que le Québec ratifie la Constitution d'ici le 150e anniversaire du Canada. On ne sait pas exactement ce qu'il a en tête, mais un débat constitutionnel devrait clairement inclure l'ensemble du Canada, y compris les Premières Nations et le Québec. L'idée de tenter de résoudre les questions constitutionnelles canadiennes en suspens d'ici le 1er juillet 2017, soit à l'occasion de notre anniversaire du Canada, rendrait certainement heureux nos fondateurs et le plus grand de nos premiers ministres, Sir John A. Macdonald. Après tout, n'a-t-il pas dit « Nous sommes un grand pays et nous deviendrons un des plus grands de l'univers si nous le préservons. Nous sombrerons dans l'insignifiance et l'adversité si nous permettons qu'il soit démantelé. » As for Canada's role in the world in the 21st century, the question is, what do we do with our opportunities? And that begins with our people. Canada's obligation of every government is to provide economic opportunities and employment, principally for our youth and for all those who want to work. This is not an academic theory. It's a firm and unavoidable political reality. In 2017, Canada will have a population of almost 37 million people, up from 20 million at the centennial. Canada's First Nations, as well as English and French-speaking Canadians, have, particularly in the last half-century, been enriched by Canada's multicultural communities. By 2017, visible minorities alone, notably from Asia and Africa, will reach 7 million people and comprise more than 20% of Canada's population. These communities not only make Canada a better country, but they make us better able to compete in today's economy and bring prosperity to our citizens here across Quebec and across Canada. Canada's biggest competitive advantage, apart from our people, is our geography and our wealth of energy and natural resources. Not only is Canada the second largest country in the world, with almost 10 million square kilometers of land and water, but we have the largest sovereign coastline in the world on 3 oceans, the Atlantic, the Pacific, and the Arctic. We have the world's largest reserves of fresh water. 20% of the water is Canadian. Think of it this way. A country with only 1/2 of 1% of the world's population owns 20% of the world's water. And what do you think they do to have that in California today? Notre potentiel est énorme.
Nous possédons le troisième plus grand approvisionnement de pétrole brut au monde, soit 174 milliards de barils, dont la majeure partie se trouve dans les sables bitumineux. Plus important encore, ce que nous avons au Canada représente plus de la moitié des réserves pétrolières mondiales que le secteur privé peut mettre en valeur. Y a-t-il mieux que ça pour attirer les investisseurs? Pensez-y, pensez à ça pour un instant. Le Canada arrive au premier rang dans le monde pour ses réserves de potasse et de titane, deuxième pour l'uranium, troisième pour le gaz naturel et l'aluminium, quatrième pour les diamants et cinquième pour le nickel. Nous possédons également d'importantes ressources de minerais de fer. Nous sommes le troisième plus grand producteur d'hydroélectricité du monde et nous avons la capacité de doubler le tout dans peu de temps. Et il est important de savoir que le secteur des ressources naturelles génère une part énorme de la richesse au Canada. En 2011, ce secteur a contribué directement 15 % du produit intérieur brut nominal et près de 800 000 emplois. À cela, ajoutons un autre 800 000 emplois dans d'autres secteurs qui découlent de l'achat de biens et services, par exemple des cabinets d'avocats. On n'est pas contre ça. Dans le secteur des ressources, le Canada profite également d'un solide avantage concurrentiel en raison de son régime fiscal. Nous sommes le premier pays du G7 qui a mis fin à son déficit et atteint l'équilibre budgétaire depuis l'importante récession de 2008, la pire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons également le plus faible ratio dette-PIB de tous les pays du G7 et enregistrons l'une des plus fortes croissances du PIB parmi ces pays. Le Canada est considéré comme le meilleur endroit au monde pour faire des affaires et le deuxième en ce qui concerne la facilité après Hong Kong de vous adapter à notre loi des affaires. Pour ces raisons et bien d'autres, le Canada fait l'envie du monde entier. Les gens, la géographie, les ressources et les facteurs économiques fondamentaux. Voilà ce qui constitue, d'après moi, l'avantage canadien. Our biggest challenge is uncertainty. The resource sector has hugely capital-intensive projects with a long life. But these projects cannot go forward if they all become captives of seemingly endless processes and reviews. Public policy has a critical role to play in reducing some of the uncertainty and promoting the Canadian resource sector in emerging markets. We need a sensible environmental policy, of course, because Canadians are justifiably proud of our pristine environment. My government earned plaudits for our action on the environment, which was an important priority for us in all of our initiatives. I personally was greatly honored to have been voted Canada's greenest Prime Minister in history by leading environmental groups. But we were always conscious as well of the need for balance between sustainability and growth. Simply put, we cannot market our resources globally if we don't have the infrastructure, political and industrial, to deliver them to market. They're going to stay dead in the ground. And that's precisely why we need a strong national commitment to build the infrastructure and the pipelines that will enable us to bring our abundance of natural resources, our most vital comparative advantage as a nation, to global markets, notably to the dynamic Asian markets where much of global growth is occurring. We need pipelines to carry our crude oil to the west and east coasts, and from there to Asian markets. By 2035, 20 years from tonight, China's energy consumption is expected to rise by 60%, surpassing that of the United States. In India, demand will more than double. And in 3 years, the GDP of Asia will grow from $22 trillion to almost $32 trillion, an increase of 32%. The United States will continue to be our most important market. But one lesson we've learned from the hassle over Keystone is that we can't rely exclusively on the United States to prosper.
Et pour prospérer, le Canada doit acheminer ses produits sur le marché. L'ensemble du secteur de l'énergie et des ressources stagnera si les principaux acteurs et parties intéressés ne s'entendent pas. Et qui sont-ils? Les Premières Nations, les provinces touchées qui contrôlent les ressources et les gardiens de l'environnement. Sans leur participation active et leur collaboration enthousiaste, nos ressources naturelles vont demeurer inexploitées. Un engagement national vigoureux pour mettre en valeur ces ressources et construire les infrastructures nécessaires doit s'accompagner de 3 mesures essentielles. Un partenariat fondé sur les principes avec les Premières Nations et les provinces qui fait abstraction des doléances économiques du passé pour le moment, afin de saisir les occasions de l'avenir. Un plan réaliste où les nouvelles technologies serviront d'abord et avant tout à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et un plan cohérent nous permettant de nous assurer que nous formerons les gens, nos enfants, nos petits-enfants, pour tirer profit du potentiel de ces ressources. Le Canada est une fédération dynamique. Nous ne sommes pas un État unitaire. Le gouvernement du Canada ne peut pas agir unilatéralement pour régler ce problème. Le gouvernement fédéral doit instaurer sans tarder des mécanismes de coopération avec toutes les parties intéressées pour s'assurer d'aller de l'avant dans l'intérêt du pays. Just imagine this. Just imagine the epical impact on our entire nation of the initiative that I've outlined tonight. It will make Canada one of the wealthiest and most influential countries on earth, while vastly strengthening our sovereignty and our capacity for good and effective leadership in the world. This Canadian energy and resource agenda would provide hundreds of billions of dollars in new investments, millions of new jobs, bring West and East much closer together, and be as transformational and beneficial as anything Canada has seen in the last 70 years. Infometrica has estimated that planned investments in major resource projects could generate a $1.4 trillion cumulative increase in GDP, with dividends for all regions of the country, including Quebec in a very major way, and more than 6 million new jobs. No other sector of the economy has comparable potential for our future prosperity. Le principal ingrédient pour réaliser ce grand projet est cependant le leadership. Le leadership qui ne se contente pas de prévoir le besoin de changement, mais qui est décidé à mettre en œuvre le changement. Non pas le leadership qui cherche à maintenir sa popularité, mais celui qui cherche à répondre aux intérêts du pays. Comme le président Clinton l'a dit un jour, leadership is the capacity to look around the corner of history just a little bit. Well, le leadership est le processus qui constitue non seulement à prévoir le besoin de changement, mais aussi de démontrer sa nécessité. Canada is a modern, thriving democracy whose achievements and contributions are much admired and appreciated around the world. As a successful G7 nation, Canada has provided tremendous support in the billions and billions of dollars and strong leadership to the Commonwealth, la Francophonie, the United Nations and its agencies, all of which bring incalculable benefits and assistance to the poor and the underprivileged and the dispossessed around the world. Être Canadien est un immense privilège dans ce monde tourmenté. Ce privilège nous apporte la sécurité et la prospérité et l'assurance de contribuer à la paix et à l'épanouissement des autres peuples sur la terre. Des déserts brûlés de l'Afghanistan aux étendues glacées de l'Arctique, le Canada, que nos enfants et petits-enfants vont connaître en 50 ans, sera défini par le leadership dont nous faisons preuve maintenant. Si chacun de nous se rappelle que la liberté est le principal pilier de notre démocratie, ensemble, nous pourrons contribuer
au bien-être de l'humanité, ce qui apporte l'honneur et paix au Canada et prospérité à tous ses citoyens. As the prophet said in the Old Testament, young men have visions, and old men dream dreams. And great nations require a combination of both, dreams, hopes, and aspirations. And in this room and in rooms like this across Canada, it is filled with the hopes for our children and grandchildren and the blessed things that we can accomplish together in unity and prosperity. Après 50 ans maintenant, j'ai commencé à l'Université Laval. Je suis avec vous ce soir, un homme content, satisfait, heureux d'être avec vous et heureux de contempler également les grandes et belles réalisations dont nous sommes capables. Je vous remercie sincèrement de votre amitié, de votre invitation et de votre présence. Merci. Je tiens à remercier bien sincèrement M. Mulroney pour ses propos des plus édifiants et des plus éclairants. Et pour ce faire, vous me permettrez de le citer dans un extrait du discours qu'il prononçait vendredi dernier en Angleterre à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Sir Winston Churchill. Leadership is not something learned in school. It is in it an indelible mark of character steeped in integrity, courage, conviction, underscored by the moral imperative to do the right thing. Many suggest that great, inexorable currents of history themselves and not individual leaders seal our fate. In my judgment, however, Thomas Carlyle was on target when he observed that the right man or woman in the right place at the right time can completely change the course of history. In fact, transforming leadership that makes a significant difference in the life of a nation, recognizes that political capital is acquired to be spent in great causes for one's country. This is precisely the lesson of Churchill. Fin de la citation. J'ajouterai, si vous me permettez la paraphrase, que c'est précisément le legs du très honorable Brian Mulroney. Encore une fois, au nom de l'Association du barreau canadien et en mon nom personnel, 1000 fois merci, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir entretenus de vos si brillants propos ce soir. Nous en sommes privilégiés.